Comme la société était en début de création, moi, pour gagner ma vie, j'ai fait des traductions. J'ai fait beaucoup de traductions de mangas et de dessins animés. Ce qui a fasciné les Japonais à l'époque avec l'arrivée de la culture hip-hop au Japon, c'était ça. C'était vraiment le côté block party, le côté culture globale. Parce que c'était mon truc, en fait. Je me disais, il faut que je traduise les paroles pour que les gens comprennent et tout. Et comme, pareil, Internet, il n'y avait pas les sites avec Donc, tu toutes te les mettais traductions, là. tout ça. Ils ont contacté un label concurrent dans mon dos et c'est le mec de ce label-là qui m'a Qui t'a appelé. contacté pour te dire on est en train de te chourer le... C'est ça. Et... Hello, hello! Aujourd'hui, on est avec Sae, qui va nous parler de son parcours. Ça va? Ça va. Qui a un parcours passionnant en lien avec le Japon. Tu as tissé beaucoup de relations entre France et Japon. Oui. Et tu vas nous en parler. J'ai trouvé ça hyper passionnant. J'ai eu un petit aperçu de ton histoire. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les viewers, brièvement? Enchantée, je m'appelle Sae Sibo, je suis franco-japonaise, j'ai toujours vécu en France. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu mon nom parce que ça fait 20 ans que je suis, il y a peut-être un peu plus de 20 ans même, que je suis dans le milieu manga, musique, un peu animé, mais surtout manga et musique japonaise. J'ai travaillé sur divers événements, notamment actuellement Japan Expo, mais j'ai déjà travaillé avec Japan Expo par le passé. J'ai travaillé aussi sur l'événement Magic à Monaco. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai été très active dans le milieu de la musique japonaise entre 2004 et 2014, grosso modo 13-14. Voilà, la musique c'est mon milieu de cœur. Ouais, et tu vas nous en parler. D'abord, je voulais faire un petit tour du côté de ton éducation, ton enfance, etc. C'est ta maman qui est japonaise, dans ton cas. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, ton enfance, comment tes parents se sont rencontrés, par exemple? Ok, je vais essayer d'être précise. Alors, ma mère a étudié le japonais en France. Pas du tout. Et ma mère, qui est japonaise, a étudié le français au Japon. Ça commence bien. Et en fait, c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. À la base, elle voulait faire des études, je crois qu'elle voulait étudier l'histoire de la Russie, ou la littérature russe, ou un truc comme ça. Rien à voir. Et en fait, ça n'a pas été possible parce qu'il y avait des mouvements étudiants à l'époque, c'était dans les années 68-69, dans ces eaux-là. Et donc, bon, elle a fait autre chose pour ses études, et surtout, elle a été convaincue par une amie à elle de l'accompagner pour prendre des cours de français. Bon, elle y est allée pour être avec cette cote, quoi. Et au final, elle a trouvé ça intéressant, et elle s'est retrouvée à faire un voyage linguistique dans le centre de la France, à Tours, je crois. Parce que au Japon, on disait que c'était l'endroit où le français était le plus originel, plus, voilà. Enfin, j'ai jamais entendu parler de cette légende en France, mais voilà. Elle était logée, je crois, dans un campus de fac ou un truc comme ça. Elle a rencontré mon père là-bas, et voilà. Ouais, il vaut mieux. Et après, elle est retournée au Japon. Après, c'est toute de fil en aiguille, ils ont fait un petit peu des trucs à distance. Toute une love story, parce qu'il y avait pas Internet à l'époque. Donc il y a plein de choses à raconter à ce sujet. Mais donc, au bout d'un moment, elle est venue s'installer en France avec mon père, et moi, je suis née à Tours. Ok. Voilà, et on a déménagé en région parisienne quand j'avais 1 an, donc j'ai 0 souvenir de Tours. Et ma mère m'a toujours parlé en japonais. On vient un petit peu à l'éducation. Elle a lu des bouquins, elle s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'elle fait l'effort de me parler en français ou est-ce qu'elle me parle en japonais, et elle a fait le choix de me parler en japonais. Donc moi j'ai appris le japonais comme ça. J'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Ma mère misait sur le fait que j'ai appris le japonais pour que je parle le japonais avec mon frère et qu'il apprenne grâce à moi. Et on s'est parlé en français. Donc c'était loupé par rapport à sa stratégie, mais en tout cas j'ai parlé essentiellement avec ma mère en japonais avec ta mère. Et elle me faisait écouter des cassettes audio le soir, comme j'aimais bien avoir ma petite histoire du soir. Elle nous faisait écouter à mon frère et moi des cassettes audio de contes japonais pour qu'on entende d'autres types de narrations, d'autres types de
façons de parler, d'autres voix. Et je pense que ça a été vachement, ça a vachement aidé à nourrir mon vocabulaire, quoi. Okay. Et ma mère me disait que des fois je lui sortais des mots qui sont pas des mots du quotidien, ou du langage enfantin. Genre Utsukoshi, ça veut dire beau, mais genre elle m'a dit mais où est-ce qu'elle a entendu ce mot-là, et c'était dans un conte, genre ça devait être un truc genre Blanche-Neige en japonais ou un truc comme ça, où le prince il va dire ah t'es belle, et puis Utsukoshi, et du coup j'ai retenu ce mot-là. Bah c'est super. Donc je pense que ça a été efficace. Ouais. Et puis après on allait au Japon, donc plutôt à Shizuoka, d'où est originaire ma mère. Il y avait la famille de ma mère, donc mes grands-parents, mon oncle, ma tante et leurs enfants, donc mes cousins, qui étaient à Kanaya. C'était une petite ville de campagne. Donc on avait une maison au milieu des rizières avec les moustiques, les grenouilles. Les grenouilles, c'était un enfer. Genre ça t'empêchait de dormir. Non. Le croissement. Ouais. Non. Il y avait c'était des, je crois que ça s'appelle des rainettes en français. Genre elles font une phalange de pouces. Elles sont trop mignonnes ces grenouilles-là. J'ai connu le Japon surtout à travers les petites villes et la campagne. Et même quand on allait à Tokyo, on allait je crois dans le quartier de Suginami où ma mère avait une amie. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la tante de ma mère, mais non. C'est une amie. Qui avait une grande maison où elle donnait des cours d'anglais. Elle donnait des cours... il y avait je me souviens qu'il y avait plusieurs salles de cours, et c'était genre des cours du soir. Et donc, comme il y avait plein de pièces, elle pouvait nous héberger facilement, donc on allait souvent là. Et c'était hyper résidentiel, enfin tu vois, il y avait zéro building et tout, donc pendant presque 20 ans, j'ai quasiment connu que le Japon, des petites villes et des campagnes. Et donc quand j'ai débarqué à Tokyo, ça m'a fait tout bizarre. Bah c'est à quelle occasion du coup que tu as débarqué à Tokyo? Peut-être ça, je vais trop vite, mais... Ouais, et écoute, c'était... Alors, j'ai fait des passages à Tokyo, mais la fois où ça m'a le plus marqué, c'était... j'avais, je crois, peut-être 19 ans, et j'étais dans l'idée de faire une sorte de reportage à travers tout le Japon pour interviewer des jeunes de 15 à 20 ans, genre à peu près dans ma tranche d'âge. Et ma question c'était présente-toi, qu'est-ce que t'aimes du Japon, qu'est-ce que t'as envie de faire dans la vie, enfin des questions assez personnelles. Et tu visais des étrangers au Japon ou vraiment des Japonais? Que des Japonais. Et en fait le but c'était de prendre ces interviews et après d'en faire une sélection, et de sélectionner des extraits et de les exposer en France. Et donc j'avais fait ça, et j'avais interviewé des gens un peu dans plusieurs endroits du Japon, à Kitakyushu jusqu'à Hokkaido, jusqu'à Sapporo. T'as fait tout le... Je suis pas allée jusqu'à Okinawa à l'époque, mais c'est déjà pas mal. Mais ouais, j'avais pas mal de... Et du coup, toutes mes interviews, elles sont enregistrées sur disquette. Sur disquette. Voilà, ça situe un petit peu la période. Voilà. Je pense que s'il y avait déjà les réseaux sociaux à ce moment-là, je pense que j'aurais pu spreader le truc. voilà. Ouais. Et comme c'était pas le cas, j'avais pris toutes les interviews sur un enregistreur là, avec des cassettes, et on a fait des panneaux genre en carton plume. Qui ont été à la Maison de la Culture du Japon quand même pour fêter un anniversaire des relations franco-japonaises. Ok. Donc c'était un plan comme ça qui, en tout cas, découvrir le Japon sous cet angle-là, ça a été vachement enrichissant pour moi parce que j'ai découvert des trucs. Je vais avouer des choses, c'est un peu, j'avais un peu honte sur le moment, mais par exemple j'ai fait des interviews et où les gens me parlaient des bulakoming. Ok. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Et au début, je pensais qu'ils disaient des blacks. Tu vois, genre, ils parlaient des personnes d'origine africaine qui seraient au Japon. Effectivement, ça faisait sens pour moi qu'il y ait du racisme. Et en fait, mais je me disais, c'est bizarre, bulaku et bulaku, c'est pas tout à fait la même... Ouais, la même... Et sur le moment, tu sais, j'étais ok, genre tu notais sans trop je notais sans dire. Puis au bout d'un moment, au fur et à mesure, je me disais il y a un truc quand même, je crois qu'il y a un truc que je comprends pas. Mais on t'en parlait beaucoup? Écoute, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans les côtés négatifs du Japon, racisme envers les bulakomis, c'est un truc qui les
qu'il trouvait pas normal et qu'il trouvait pas juste et C'est qui les marrant, mettait toi. mal à l'aise. Bah, ça prouve que à l'époque, ça devait être encore une grosse inquiétude, parce que maintenant, on n'entend plus parler pratiquement. Non, on n'en entend plus parler. Je pense que c'est par période, mais moi, je découvrais complètement ce vocabulaire, enfin ce mot, tu vois, et du coup, même le concept des boulakomines, tout ça, je connaissais pas. Tu connaissais pas, mais c'est Voilà. à travers ça, du coup, tu peux expliquer brièvement Alors, c'était un peu une... pour... parce que Alors, je pense que tout le monde je ne vais connaît pas pas. être hyper précise, j'en suis désolée, mais c'était comme une caste au Japon, c'était genre the caste inférieure. Et si je me souviens bien, c'est toutes les personnes qui tuaient des animaux, genre les tanneurs, enfin qui travaillaient les animaux morts en fait. Ouais, c'est toutes les personnes qui ont un lien avec la mort, même ceux qui travaillent dans les pompes funèbres, Ouais, les bouchers. Ouais, bah, moi je me souviens surtout des tanneurs. Et à l'époque, on te parlait beaucoup de ça. Ok. Ah oui, un autre truc qui m'avait vachement marqué. Donc dans mes questions, il y avait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vois, parce que je parlais à des jeunes de mon âge, donc je me disais ils se projettent forcément ils se projettent dans l'avenir. Et là où je m'attendais à ce que les gens me citent des métiers, il y avait beaucoup de filles qui me disaient je veux me marier. Ok. Et du coup, moi j'étais là. C'est un but dans la vie. C'est ça. Je me suis dit ah bon et c'est tout. et ouais, et du coup là Ouais, j'avais du coup dans leur senti tête elles se projetaient un gap. Après pourquoi pas, hein, tu vois, je pour le coup je me disais bon bah je juge pas, tu vois, ok, Ouais. mais je m'y attendais pas. Ouais, c'était un truc qui t'a un peu Ce qui m'a perturbée parce que je m'attendais pas à ça, et ça m'a beaucoup appris dans le sens où tu sais, on a tendance, enfin on est jeune, je pense, on a tendance à s'imaginer que tout le monde nous ressemble, enfin, tu vois, ou que tout le monde a enfin, que beaucoup de gens pensent comme nous dans les grandes lignes, tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On te cite un métier. Ouais. Et là, non, tu vois. Je suis fou. Je veux être une femme. C'est ça. En fait, c'était même pas choufou, c'était Kekkon shitai. Donc, tu vois, juste. Et il y avait cette image d'Épinal du mariage avec la robe de mariée, tout ça. Ouais. Et donc dans ce cadre-là, j'avais interviewé, j'avais dit à ma mère je veux aller dans Tokyo et interviewer des jeunes aussi. Et donc j'avais interviewé des filles à Shibuya, et je me souviens que il y avait plein de monde dans tous les sens. J'étais au carrefour de Shibuya. Il y avait trop de monde pour moi à ce moment-là. J'avais la tête qui tourne un peu, tu vois, j'étais pas bien. Et je me souviens que ces filles-là m'avaient parlé dans les côtés négatifs du Japon de Enjo Kosai, ça te parle? Non. En fait, c'était une période aussi où c'était un peu le tout début des kogalou, c'était un peu avant, je crois que ça a commencé à arriver, la mode des kogalou. Et à peu près à cette période-là, il y avait un problème de prostitution des mineurs. Oh. Et donc, d'accord, je me disais, Enjo, ça me dit quelque chose, mais c'est loin dans mes cours. Ouais. Ok, d'accord. Et c'était un vrai problème de société à l'époque, parce que des lycéennes se prostituaient. Enfin, il n'y avait pas Internet suffisamment développé à l'époque, donc c'était surtout des réseaux mobiles, quoi, téléphones mobiles, auprès de monsieur. Mais il y avait... Mais elle se prostituait dans quel but aussi? Pour des sous, pour avoir de l'argent et s'acheter des fringues de marque. Ouais, voilà, c'était pas de la survie, c'était vraiment... C'était pour s'acheter des trucs de luxe, quoi. C'est ça. Et il y avait plein de lycéennes qui voulaient s'acheter genre des fringues de chez Chanel, de chez Dior, tu vois. Le dernier sac Vuitton. Voilà, tout ça. Et je me souviens que c'était vraiment un problème de société, on en parlait beaucoup dans les médias, et que du coup c'est aussi un des aspects que j'ai. Et c'est là à Tokyo qu'elles t'ont le plus fait remonter ça, et que c'était plutôt les femmes ou en général les jeunes que ça dérangeait C'était surtout les femmes, les femmes, que ça dérangeait, ou en tout cas que c'était présent dans leur environnement, spectre du quotidien, quoi. Et c'est les souvenirs que j'en garde, quoi. De ce passage à Tokyo, et je m'étais dit Tokyo c'est pas pour moi, jusqu'au moment où j'y suis retournée avec des potes de fac, et puis là c'était un autre délire. Voilà, c'était un autre délire, et du coup j'ai appris à aimer Tokyo sur le tard. Sur le tard. Ouais. Et si on revient un petit peu à ton éducation,
pour situer un petit peu l'esprit que tu avais quand tu es partie au Japon faire tout ça. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt l'éducation française ou la mentalité française qui t'a imprégné plus ou japonaise à ce moment-là? Alors, moi, je pense que j'ai eu ce qu'ont vécu beaucoup de personnes biculturelles ou métisses. C'est que quand j'allais au Japon, je me sentais française et en France, je me sentais japonaise. Ouais. Forcément, c'est surtout à l'adolescence que tu commences à te poser. Enfin, moi, j'ai commencé à me poser ce genre de questions. Quoique, quand j'étais plus petite, j'ai expérimenté le racisme envers les Occidentaux au Japon. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'allais quelque part avec mon père, donc dans les villes de campagne, comme je disais tout à l'heure, on nous regardait bizarrement et ça chuchotait en mode Américajin. Et moi, j'étais non, on est français et tout, et ça m'énervait. Et puis même à un moment, je voulais plus me balader avec mon père, le pauvre, parce que je voulais pas être montrée du doigt en fait. Et c'était difficile pour moi de me faire des copines japonaises quand on sortait, parce que c'était plus en mode à montrer du doigt et à chuchoter dans son coin, à rigoler que à venir jouer quoi. À l'époque, les étrangers, c'était pas. Enfin, ils avaient peur ou c'était c'était. Je pense que c'est un peu de tout. Il y a des gens qui avaient peur, il y a des gens. C'était un peu la bête curieuse, quoi. Et encore, moi, je suis. J'ai pas une tête de japonaise. Donc, de base, les gens ne venaient pas vers moi et il fallait que ce soit moi qui leur dise. Je parle japonais. Que je leur parle japonais. Mais du coup, ça me demandait un effort, tu vois, que j'avais pas toujours envie de faire, donc c'était pas hyper confortable. Et je me souviens, j'ai été super marquée par une fois où j'étais allée voir mon cousin qui faisait, comme on voit dans les dessins animés, là, tu sais, les compétitions de sport dans les écoles, où t'as les personnages qui sont pas en compétition, qui encouragent ceux qui sont en compétition. Et du coup, moi, j'avais cette image-là parce que je regardais des animés aussi, tu vois. Et donc, il y avait mon cousin, je crois, qui faisait une course de relais, tout ça. Et puis, moi, je suis allée le voir et puis à un moment, je lui dis Gambale et tout. Et genre, j'étais toute contente, j'avais fait comme dans les animés. Et puis, genre, déjà, on m'a regardé bizarrement. Et surtout, je me souviens à un moment qu'il y avait 2 petits gamins, ou 3, je sais plus, des petits gamins qui nous voient. Je sais plus s'il y avait mon père à ce moment-là. En tout cas, qui nous voient et qui disent Gaijinda, nigero! Genre, c'est des étrangers, sauvons-nous! Et moi, j'étais deg. Tu m'étonnes. Parce que pour moi, j'étais pas si étrangère que ça. Et puis, ça blessait un peu ton côté japonais, parce que. Et puis, même si j'avais pas été moitié japonaise, c'est hyper blessant. En France, comme je suis pas quelqu'un de hyper extraverti, on me disait toujours, elle est discrète. Dans ma tête, j'étais, laissez-moi tranquille, tu vois. Je suis chill, tu vois. En vrai, j'ai juste pas envie d'être tout le temps en avant. Et ça, c'est peut-être un côté qui correspond plus au Japon. Voilà. Même si tous les Japonais ne sont pas comme ça non plus. Je connais des Japonais très extravertis aussi. Et par contre, je me sentais hyper adaptable. Je me suis jamais dit, je me sens plus française ou plus japonaise. C'est parce que c'est des va-et-vient. Enfin, tu vois, des fois, je me en fonction des situations. C'est ça, aussi. Exactement. Et au début, c'était inconscient. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça m'arrange, en fait, d'être française dans cette situation. Ou ça m'arrange d'être japonaise dans cette situation. Et donc, quand ça prendre le meilleur. C'est ça. Et quand ça devient conscient, tu commences à t'amuser, quoi. En toute bienveillance. Tu travailles beaucoup avec le Japon. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Et là, ça va être le gros morceau intéressant. Ouais. Le cheminement qui a fait que tu t'es dit, voilà, je veux tisser des liens avec le Japon, je veux être dans la coordination de... Ouais, en fait, alors c'est venu vraiment de manière en pointillé un peu. Je m'étais jamais dit, je veux travailler avec le Japon. En fait, je m'étais dit, je veux pas être interprète.
parce que je voyais ma mère qui faisait des missions d'interprétariat et tout, et à chaque fois elle rentrait crevée, et du coup je m'étais dit, oh là, ça a l'air fatigant ce travail, je veux pas faire ça. Je m'étais dit ça quand j'étais gamine, et puis je crois que je l'avais dit à ma mère aussi. Un moment assez marquant par rapport à la musique, c'est que j'étais allée avec des copines à la fête de l'UMA, et c'était une année où il y avait eu de la pluie, et donc il y avait la boue. Et il y avait un concert de l'Ofofora à l'époque. Alors musicalement, j'écoute de tout, et j'ai des périodes où je vais écouter plus d'un genre que d'un autre. Et à l'époque, j'écoutais plutôt du rock, et j'avais adoré l'ambiance. Et en fait, dans ce moment d'un peu d'euphorie musicalo-festive, je m'étais dit, ce serait trop bien de faire des échanges entre les musiciens japonais et les musiciens français. Et après, j'étais partie dans un délire, alors, tout dans ma tête. Ce serait trop bien qu'il y ait un lieu qui puisse accueillir des Japonais, des artistes japonais, des artistes français, pour qu'ils fassent des échanges musicaux et qu'ils partagent une scène. Après, je me suis dit, mais ça serait bien si ce soit pas que des artistes français, japonais. Faudrait que ce soit du monde entier et tout. Enfin bon, j'étais partie dans ma tête. Il y avait une émission sur, je crois que c'était Fun Radio, où il y avait 2 animateurs, c'était Max et Jenny c'était une américaine, et je m'étais dit, peut-être que elle, ça va lui parler, tu vois, cette idée de collab, tout ça. Et j'avais envoyé une mixtape de morceaux d'artistes japonais. Donc il y avait du Ex-Japan, du Lunacy, je sais, Arc-en-Ciel, probablement les groupes qui cartonnaient à ce moment-là. Et j'avais mis des petits bonbons japonais et tout, puis je leur avais envoyé une lettre en disant j'aimerais faire découvrir la musique japonaise en France et tout. Et j'étais contente parce que Jenny en avait parlé dans son émission. Alors, je sais plus si elle m'avait cité, mais ça c'est pas grave. Moi, le but le fait qu'elle en ait parlé à la radio en disant on a reçu un CD, une cassette avec des morceaux de rock japonais d'une auditrice, c'est sympa et tout. En fait, ça m'avait fait plaisir. Alors l'autre animateur, Max, il en avait rien à battre, mais je me suis dit au moins c'est un grain de sable, c'est que dalle. Ça t'avait motivé. Mais je m'étais dit c'est cool. Bon, après ça a débouché sur rien, et puis j'avais pas d'attente précise à ce moment-là, mais enfin c'est des petites étapes qui ont fait aussi, qui t'ont construite. Voilà. J'avais fait une hypokhâgne BL, donc c'est une hypokhâgne lettres et maths. J'ai découvert que j'avais atteint mon plafond au niveau des maths. J'ai eu 2 toute l'année, et à côté de ça, moi, j'ai adoré la prof de littérature que j'avais cette année-là, mais en même temps, je me sentais vraiment pas à ma place dans cette classe. J'avais des amis et tout, mais je me sentais complètement paumée. Et je crois que j'ai plus ou moins été, je sais pas si j'ai fait une dépression, mais en tout cas j'étais dans un état dépressif où j'étais vraiment pas bien. T'étais perdue. C'est ça. Je savais plus où aller, je savais plus ce que je devais faire, ce que j'avais envie de faire. Enfin bon, j'étais complètement paumée. Et donc c'est après ça que je suis allée faire ce tour du Japon, et qui m'a vraiment ressourcée. C'est un peu mais vraiment ça, retour aux sources, retour à une partie de mes racines, quoi. Je me suis dit, je vais faire ce que j'ai toujours eu envie de faire et qu'on m'a dit de ne pas faire parce que j'avais des bonnes notes, des lettres. Et donc j'ai envoyé un dossier pour être inscrite en équivalence en fac de lettres modernes. Je pars au Japon, je reviens en France, et là, pas de news de la fac. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Je les contacte, et là, ils me disent qu'ils ont pas mon dossier. Merde. Donc je me dis, je suis pas prête à faire une année sabbatique. Je vais renvoyer mon dossier, bien sûr, à la fac. Et en même temps, je me dis, si jamais ça passe pas, je veux pas me retrouver sans rien, quoi. Et donc j'ai cherché ce que je pourrais faire, et éventuellement où je pourrais faire un double cursus, et je me suis dit j'ai qu'à faire japonais. Et je me suis inscrite en première année de japonais au Langzhou. Ok. Et comme j'avais pas besoin de faire
toutes les matières. Au final, j'ai fait un double cursus, j'ai fait une 2e année de lettres modernes en même temps qu'une 1re année de japonais. Oui, parce que comme tu avais les bases, du coup, tu avais que des cours spécifiques, c'est ça? C'est ça. Comme je savais parler, j'avais pas toutes les matières d'oral. Et en écriture, je sais plus, je connaissais les hiragana, je crois, ou une partie. J'ai beaucoup aimé les deux, mais je me sentais plus, plus à l'aise. Et plus libre quelque part au Langzhou. Et là, on retrouve le mini-monde, tu vois. J'aimais bien le fait qu'il y ait plein de gens de plein de nationalités. J'ai découvert le Japon aussi à travers les gens qui étaient en cours avec moi. Parce que j'avais un peu décroché des dessins animés, par exemple. Et là, je découvre des gens qui sont fans genre de dessins animés dont j'ai jamais entendu parler. Moi, qui suis à moitié japonaise, là, l'ego a été un peu blessé. Je me suis dit, mais comment ça se fait que des Français connaissent mieux certains aspects du Japon que moi, alors que moi, j'y suis allée régulièrement. Et en vrai, tu peux pas tout connaître. Hein. Oui, c'est sûr, mais ça pique ton... C'est ça, à mon ego, clairement. Enfin, voilà, j'étais encore jeune en plus. Enfin, j'avais pas la sagesse. Un de mes potes m'avait parlé du magazine Animeland, un magazine spécialisé dans tout ce qui est culture, manga, animé. Et je connaissais pas non plus. Mais bon, voilà, je prends l'info, je me dis, c'est chouette qu'il y ait ça. Et plus tard, donc en parallèle, ma mère qui avait envie de développer un dessin animé sur la thématique de Hiroshima, plus exactement des radiations. Et le danger des radiations, après l'explosion des bombes atomiques, elle voulait créer un dessin animé à destination des enfants qui soit pas traumatisant, pour pas créer un rejet absolu et avoir cette portée éducative. Elle voulait créer un animé qui puisse servir de support en fait pour parler des radiations dans les écoles et de la bombe atomique. Et elle a fait ça pendant ma période où j'étais au lycée à la fac. Elle a été invitée au festival d'animation d'Hiroshima pour présenter son dessin animé et elle pouvait pas y aller. Donc elle m'a proposé d'y aller à sa place et à ce moment-là, je me suis dit je veux pas y aller et ne rien faire. Donc j'ai contacté Animeland et je leur ai proposé de piger pour eux. Et du coup, Yvan West-Laurence, le rédac chef de l'époque, m'a dit welcome, nous on est toujours ravis d'accueillir des nouveaux pigistes. C'est là que j'ai mis mon premier pied dans le milieu pop culture japonaise. Et c'était en 2000. Voilà, on y est arrivé en 2000. Mes parents ont toujours été très impliqués dans ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la paix. Et le travail de mémoire en lien avec Hiroshima et Nagasaki. Donc très jeune, j'ai vu des panneaux, toujours mes panneaux en carton plume, des panneaux d'exposition avec des photos de gens qui ont été victimes de la bombe pendant, donc avec les cheveux hirsutes, la peau qui pend des mains, des trucs comme ça. Chez tes parents, quoi. Chez nous. J'ai feuilleté des bouquins aussi avec des témoignages. Donc j'ai été sensibilisée. Mes parents ils m'ont pas posé en me disant on va te raconter, faut que tu saches, machin. Juste comme j'étais dans ce milieu-là, cet environnement, j'ai appris juste en étant là et puis en entendant ou en écoutant des conversations. On a accueilli aussi à la maison des hibakusha, donc des rescapés des bombardements. Mes parents étaient très amis avec un monsieur qui s'appelait le docteur Hida, qui était un rescapé aussi et qui était médecin. Et lui, il était impressionnant parce que pour moi, j'étais petite, donc je l'ai connu, dans ma tête, c'était déjà un papy, et puis c'était toujours un papier, tu vois. Là. Et il a vécu assez longtemps, je crois qu'il a vécu jusqu'à 92 ans, un truc comme ça. Et en fait, il avait cette flamme de transmettre. Et à un moment, plus tard dans ma vie, je me suis dit, en fait, cette flamme, c'est un truc qui l'a aidé à vivre longtemps. Ouais, la combativité. C'est ça. Était sensibilisée à la question de la guerre assez tôt. Et à la maison, on avait aussi un manga qui s'appelle Hadashi no Gen,
Donc il y a eu, je crois, un tome qui est sorti en France, sous le titre de Gen d'Hiroshima. Et c'est une histoire pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et le tome qui est sorti en France, ça aborde juste le moment où la bombe atomique est tombée sur Hiroshima. Et en vrai, c'est un manga qui est vachement plus large, enfin long, je crois qu'il fait 12 tomes, ou peut-être un peu plus, et qui parle de la période de la Seconde Guerre mondiale au Japon, de manière hyper réaliste. Il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect aussi vie quotidienne. C'est la vie d'une famille. Et donc, il y a Gen qui est le personnage principal, il y a son père, sa mère, ses frères et sœurs, et en fait, on voit un peu comment chacun essaye de survivre dans ce contexte-là. En fait, ça m'a vachement marqué, parce que je le feuilletais et ça me faisait un peu peur, et en même temps... ça m'intriguait beaucoup, quoi. L'histoire c'est une histoire qui est bien racontée, tu vois. C'est une vraie œuvre, comme on peut être pris dans l'histoire d'un manga, quoi. Et sauf que c'était réaliste. Et donc ça m'a beaucoup marqué par rapport à mon enfance. Mais du coup, par rapport à toute la sensibilisation sur la paix à Hiroshima et tout, tu disais que ta mère avait fait cet anime. C'est pas elle qui est allée. On n'a pas parlé de ça. Toi, tu y es allée. Oui, moi j'y suis allée. Donc et du coup, j'ai pigé pour Animeland. Et donc là, alors c'est un peu la découverte. J'avais ma petite carte de visite Animeland et c'était un petit festival, donc très très convivial en fait. Et il y avait des soirées, il y avait des sortes de cocktails dînatoires tous les soirs, avec tous les invités de cette édition. Et il y avait il y avait des Français, il y avait des gens de tous les pays en fait. Et j'ai fait ma toute première interview en anglais. Donc j'étais super fière de moi. Et en même temps, comme c'était un Américain, il avait un discours très très marketing. Enfin, tu vois, limite à la fin, il me disait j'ai des posters, des goodies. Ouais, d'accord. Déjà. Mais du coup, c'était facile. Parce que la personne en face était réactive. Très, très réactive aux questions. C'était Bill Plimpton, un réalisateur d'animé indépendant. Et du coup, ça m'avait d'une part mis à l'aise dans le principe de faire réaliser des interviews. Et en plus, j'étais super fière de moi parce que j'avais fait mon interview en anglais et tout. Et puis après, elle a été publiée dans Animeland. T'étais contente, quoi. C'était ta première. Et en même temps, j'ai découvert plein de trucs sur l'animation parce qu'il y avait des choses très historiques, genre des techniques d'animation atypiques. Genre, il y avait un court-métrage, je sais plus de quel pays, c'était de la peinture sur verre. Vraiment, il y avait des trucs comme ça. Il y avait j'ai découvert des trucs, mais vraiment sur l'histoire de l'animation qui était fascinante, quoi. Pour autant, je me suis pas spécialisée là-dedans. Juste, je trouvais ça super intéressant. Mais j'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'être sur le terrain. En fait, je commençais à en avoir marre de faire des études et j'avais envie de travailler. Grâce à Animeland, j'ai traduit des interviews quand il y avait des invités japonais qui venaient en France. Et du coup, j'ai rencontré des gens de chez Tonkam, en l'occurrence Dominique Verret et Erwan Leverger. Et par ce biais-là, j'ai participé aussi à Angoulême en tant que coordinatrice interprète. Je crois en 2001, c'était la première année où ils accueillaient des invités japonais. Il y avait 6 invités japonais. On était 2 pour la coordination. L'autre personne, qui était Takanori Uno, avait tout organisé en amont. Du coup, il était crevé. Il n'avait plus la force. Du coup, ça m'avait mis dans un état d'alerte où je m'étais dit, oula, il reste plein d'informations, plein de choses à peaufiner. Il manque des informations. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Comment je prends les trucs en main pour que ce soit le plus fluide possible au niveau du planning des invités. Et du coup, ça avait été hyper formateur, quoi, de faire ça. C'est ce qui t'a donné un peu le déclic là-dessus, sur le côté un peu orga. En fait, je me suis pas dit que je voulais faire ça, mais je me suis rendu compte que je savais le faire, en fait. Ça me faisait pas peur de me retrouver dans une situation où tout n'était pas
terminé et bien millimétré, et de dire bon ben je trouve des solutions et on va faire que ce soit le mieux possible pour tout le monde. En discutant avec Dominique et Erwan, je me suis dit ben par contre il y a des éditeurs qui éditent du manga et peut-être que je pourrais travailler là-dedans. Et quand j'ai cherché un stage, on y vient dans le cadre de mes études, je les ai contactés en premier en disant bah je vais peut-être faire un stage chez Tonkam. Et là Dominique me dit ouais mais moi je me barre de chez Tonkam, j'en ai marre. Pour ceux qui connaissent Dominique, ils sauront que c'est un personnage gay, une personne qui s'exprimait beaucoup de manière très véhémente. Et il me dit de toute façon je me barre. On me dit bon bah je vais pas faire mon stage chez Tonkam, c'est mort. Et finalement, j'ai trouvé une association qui voulait faire développer un festival de courts-métrages japonais. J'étais libre de m'organiser comme je voulais. Et donc, je suis partie 3 mois au Japon dans le cadre de ce stage. Alors, autofinancé, hein, j'ai réussi à avoir une bourse pour payer mon avion, voyage. Voilà, mes frais d'hébergement. Et puis sur place, donc on revient à une époque où il n'y avait pas le wifi, tout ça. Ah, ouais. Donc j'allais dans ce qu'on appelle les manga kissa. Donc c'est super café où t'avais un petit kiosque, enfin t'avais un petit bureau avec une connexion, enfin t'avais ton ordinateur et je ne pouvais pas écrire en japonais. Donc pour la prospection, pas ouf. Et je me suis dit, les Japonais, je suis pas sûre qu'ils soient très à l'aise en anglais, donc je vais leur écrire en romaji. Donc j'écrivais en japonais, mais tout en alphabet. Genre, machin sama, S-A-M-A, hajime mashite, H-A, Waouh. Et donc, les gens étaient super sympas parce que j'ai eu pas mal de réponses. Et au final, je crois que j'avais réussi à rencontrer 90 personnes, en fait. Donc j'étais revenue avec un gros carnet d'adresses pour mon maître de stage, on va dire. Ouais. Grâce à ça, j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et c'est notamment Yusuke Kozaki qui est un character designer et qui a fait plein de Japan Expo. La dernière fois qu'il est venu, je crois que c'était en 2000, je sais plus si c'est 2022 ou 2023, 2022 je crois. Et puis on est devenus potes et j'avais même fait exposer des planches à lui parce qu'il a fait un peu de manga. J'avais fait exposer des planches à lui à Angoulême et c'est marrant d'y repenser maintenant parce que tu vois le chemin parcouru. Maintenant il design des Pokémon entre autres. Ouais, donc donc comment t'es vraiment officiellement rentrée dans tout ce qui dans le milieu du manga écoute, du coup après ce stage, en fait en parallèle de ce stage, donc je parlais avec Dominique et Erwan qui m'ont dit on veut monter une nouvelle boîte. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui parle japonais? Est-ce que toi ça t'intéresse? Et moi je me suis dit ouais, allez, c'est parti. En mode ok. One life. Sans trop, c'est ça, j'ai pas trop réfléchi. Ça a été un peu tendu avec mes parents parce eux ils me disaient ouais mais tu les connais bien ces gens-là. Est-ce que c'était vraiment en mode partenaire c'est ça, j'étais associée en fait. Bon, je sortais fraîchement de la fac donc j'étais associée à 10%. Et en même temps, moi j'étais en mode j'y vais, j'apprends. Je connaissais rien du milieu de l'édition. Tout ce que mon bagage, c'était vraiment pouvoir traduire, quoi. Et donc, moi qui ne voulais pas faire interprète, j'ai fait interprète. T'es devenue interprète par la force des choses. C'est ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte que le fait de traduire, d'interpréter, ça me permettait d'apprendre super vite parce que t'es obligé de comprendre. C'est pas juste t'écoutes et tu recraches dans une autre langue. T'es obligé de le mouliner, de se dire ok qu'est-ce qu'il ou elle veut dire, de le comprendre et de le ressortir de manière la plus intelligible possible pour les gens en face. Et du coup ça m'a appris le milieu de l'édition du manga. Ça m'a appris aussi la diplomatie. Parce que, comme la diplomatie. Dominique, pas toujours très diplomate, donc il fallait mettre un filtre un peu. Ouais. Et donc j'ai rejoint cette société qui s'appelle Akata, qui existe toujours, qui est éditeur maintenant, mais à l'époque, Akata c'était une société de
plutôt de conseil et de coordination. La société était directrice de collection pour les éditions Delcourt. Et donc notre travail, c'était de repérer des mangas à éditer en France. Et à l'époque, on allait dans les libraires. Au Japon, on allait en librairie, on passait des heures à feuilleter des bouquins. Alors, des fois, on pouvait pas. Du coup, on les achetait. Et, ouais, parce que tu sais, il y a les plastiques. Du coup, on regardait, on les tordait un peu comme ça pour regarder si à l'intérieur c'était joli. C'était intéressant ou pas. Puis après, on en parlait aux équipes de chez Delcourt, et on faisait toute la partie offre, négociation des droits et le suivi jusqu'à ce que le bouquin sorte en fait. Comme la société était en début de création, moi pour gagner ma vie, j'ai fait des traductions. J'ai fait beaucoup de traductions de mangas et de dessins animés. Alors les dessins animés c'était plus simple pour moi parce que j'avais pas besoin de lire le script. Je faisais à l'oreille et c'était plus spontané pour moi. Et le manga, ça me prenait plus de temps. Mais l'avantage, c'est que sur des séries plus longues, ça te fait du travail sur plus longtemps, quoi. Ouais. Et aussi, comme j'étais à la base dans la recherche de manga, je pouvais aussi choisir les titres que je traduisais. Donc ça, c'était chouette. Et mon manga chouchou dans mes traductions, c'est Nana, qui a vachement marché ici aussi. Ouais, clairement. Et des fois, j'étais tellement à fond dans la traduction que j'avais l'impression que c'était mes potes, les personnages. C'était très très particulier. C'est le seul manga pour lequel ça m'a fait ça. C'est vraiment le manga où émotionnellement, j'étais hyper impliquée, quoi. Mais par contre, la traduction de manga, c'est pas ce que je préfère. J'ai arrêté d'ailleurs. J'en ai refait ponctuellement des fois, surtout pour des raisons alimentaires. Voilà. Et t'es resté combien de temps du coup dans tout ce qui est manga et anime? Alors dans manga et l'édition. En fait, j'ai fait des allers-retours. En fait, j'ai pas une carrière linéaire. C'est pour ça que c'est intéressant. T'as fait énormément de trucs qui n'ont rien à voir. En fait, j'étais pas mal dans l'idée de. On en avait un petit peu parlé. Il y a d'un côté, je veux pas avoir de regrets. Donc quand j'avais des envies qui étaient accessibles aussi, je me disais je me donne les moyens de le faire. Ouais. T'as pris beaucoup de risques. C'est ça. En fait, je me posais pas trop de questions. Et juste, il y avait un projet qui me tenait à cœur dans le hip-hop, parce que donc j'ai ma période rock, j'ai ma période hip-hop, et je voulais monter. Donc toujours dans l'idée de faire des collabs entre les Japonais et les Français, je me suis intéressée au milieu hip-hop japonais. Et ça, c'était c'était en parallèle de ça. C'est ça. Ok. En début. Ouais. Début. En même temps que c'était pareil, début 2001. Mais parce que t'en écoutais déjà en France. J'en écoutais en France et je m'étais dit, c'est vachement bien tout ce qui est rap pour faire des collabs. Parce que t'as pas besoin de d'emmener tout un groupe, et ça semblait vachement plus flexible au niveau même des créations musicales. Et je m'étais dit, faut que je me renseigne sur ce qui existe au Japon, parce que je connais pas du tout. Et donc là, j'ai fait diverses choses pour en apprendre un peu plus. J'ai demandé à mes cousins, est-ce que vous connaissez du rap japonais, machin? Et ils m'ont dit, non. Viens, on va dans un Tsutaya et puis on va voir ce qu'il y a. Et là, il se trouve que c'était l'année où des trucs. Il y a eu, c'était l'année où East End and Yuri avait cartonné avec, ça y est, j'ai plus le nom. Je le retrouverai. Ça se trouve à la fin de l'interview, ça va. À la fin du podcast, ça va revenir. Mais c'était une année où il y avait un morceau qui avait cartonné au niveau du grand public. Et du coup, Tsutaya, il avait en facing direct. Donc il y avait ça, et je crois c'était cette même année. En tout cas, les deux premiers morceaux que j'ai découverts dans le milieu du hip-hop japonais, c'était Chadalapa avec leur plus gros carton. J'en ai parlé à une copine qui était dans le milieu manga, qui m'a dit j'ai un pote qui est DJ, je te le présente. Donc elle me présente ce mec-là, super sympa, qui me dit mais moi je peux pas, je suis avec un tout petit DJ pas connu, mais par contre tu devrais rencontrer Hiroshi Egaitsu qui est journaliste et qui écrit sur le sujet du hip-hop japonais depuis le début. Et donc je me suis dit c'est bien, lui il va pouvoir me raconter l'histoire du hip-hop japonais. Ouais. Et donc il travaillait pour quel magazine? Il travaillait pour Blast.
Ok, ouais, bah, c'est le gros magazine japonais sur le rap à l'époque. Et du coup, je rencontre ce mec-là je l'interviewe en fait. Enfin, où je me disais que je pouvais mettre des interviews en ligne et que c'était pertinent, c'était sur le site d'Akata. Donc il y avait eu l'interview de Hiroshi Egaitsu sur le site d'Akata. Et donc lui, pendant cette interview, me parle du B-Boy Park. Et donc le B-Boy Park, plus gros événement hip-hop au Japon à cette époque-là. Et donc je découvre grâce à lui le B-Boy Park. Et là, je me dis, faut que j'amène des Français ici. Et tu m'étonnes. Le B-Boy Park, c'est c'est ça. Alors pour ceux pour qui situer un petit peu. Et pour ceux qui sont déjà allés à Tokyo, je sais pas si vous êtes déjà allé au parc de Yoyogi, mais il y a une grande scène extérieure. Et en fait, tous les concerts étaient sur cette scène extérieure. Et il y avait des zones aussi de free battle de break. Et dans d'autres endroits à proximité, il y avait des battles de DJ et des battles de MC. Et pour resituer, pour ceux qui connaissent pas le B-Boy Park, c'est vraiment un des plus gros events qui a été créé au Japon sur le rap. C'est ça, enfin, sur le hip-hop en général. Ouais, donc, t'as le DJing, le break. Leur but, c'était vraiment de faire un événement sur la culture hip-hop en général. Et recréer une block party, mais au Japon. Ce qui a fasciné les Japonais à l'époque avec l'arrivée de la culture hip-hop au Japon, c'était ça. C'était vraiment le côté block party, le côté culture globale. Parce qu'il y a l'aspect vestimentaire, il y a la danse, il y a le graphe, il y a le DJing. C'était hyper complet. Ouais. Et du coup, ça les a fascinés. Et donc, il y a des gens qui ont voulu recréer ça là-bas. Et je me suis dit, déjà, on n'a pas ça en France. Et je m'étais dit, c'est là qu'il faut que j'amène mes artistes français. Et après, ils vont rencontrer plein d'artistes japonais. Et tu vas pouvoir faire le lien. Et donc, j'avais proposé qu'on fasse ça dans le cadre d'Akata. Mais mes associés n'ont pas accroché sur le projet. Parce que le domaine les intéressait pas? Le domaine leur parlait pas. Moi, je leur demandais surtout de me conseiller sur la recherche de sponsors, et ça leur parlait pas non plus. Puis bon, il commençait à y avoir des tensions aussi, des désaccords. Ça m'a confortée dans l'idée de voler de mes propres ailes. Ouais. Je suis partie de Akata vers, je sais plus trop, mais au bout de 2 ans, je crois. Et du coup, comment t'as pu faire pour t'organiser pour le B-Boy Park? Et après, alors j'ai monté ma propre boîte, et il se trouve que Casterman cherchait quelqu'un pour coordonner sa collection Saka. Dans le cadre de ma société, donc j'étais prestataire. Un contrat, quoi. Voilà, ça me faisait un contrat, une base, ça me sécurisait et donc j'ai commencé à mettre un petit peu d'argent de côté entre les traductions et l'activité de ma boîte. Et je me suis dit ce projet-là, je vais le faire toute seule. J'étais un peu en mode solo dans ma tête. Je me disais je vais y arriver toute seule, mais je me disais je vais le produire toute seule. À l'époque, je prenais beaucoup de cours de danse, dont des cours de house avec Babson, qui n'est plus de ce monde, mais qui était un super prof de house. Et Babson faisait partie du Wanted Posse, un gros crew très gros. Voilà. De break. Lui, c'était facile d'aller lui parler. À la fin d'un cours, je suis allée le voir. Je fais ça te dit d'aller au Japon? Ouais. Chaud. Normal. Qui va dire non? Donc c'était un peu comme ça que ça s'est fait. Et je voulais aussi emmener un groupe de rap, des rappeurs. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en Fnac, j'ai regardé derrière les CD et je me suis dit, je vais voir si je trouve des sites internet, des contacts et tout. Et j'ai contacté plusieurs les labels. J'avais essayé aussi via des gens avec qui j'avais sympathisé. Suite à, vous vous souvenez de mon histoire d'exposition, les interviews des jeunes, tout ça, j'avais sympathisé avec des gens qui étaient dans le milieu hip-hop. Ok. Ouais, donc vraiment il y a un lien. Il y a tout au long du truc. Il y a toujours quelqu'un pour. C'est ça, faut toujours penser de manière arborescente. Il y a toujours des choses à connecter. J'avais plusieurs options. Je sais plus quel groupe je les avais appelés. Et il m'avait pris un peu de haut en disant ouais non mais nous on est déjà en contact avec Shingotsu. Je disais ouais c'est bien, on pourrait
peut-être venir au Développer Japon, un puis on peu. peut développer un truc. Et puis en fait, j'ai senti que ils accrochaient pas trop. Bah surtout qu'en plus, le milieu hip-hop au Japon, ils s'en foutaient un peu de internationaliser ou d'ouvrir à... Ouais, bah le milieu hip-hop au Japon, je pense que comme tout le milieu de la musique, ils étaient très auto-centrés sur le milieu, le marché japonais. Le milieu hip-hop français, ils s'en foutaient du Japon. En vrai, j'étais même étonnée qu'eux, ils soient en contact oui. avec Shingoku, mais ils disaient pas oui au projet. Tu vois, ils étaient plutôt en mode on est déjà dans le truc. J'ai contacté Triptyque, qui était connu notamment pour Bouge tes cheveux. Je sais pas si ça te parle. Si. Et en fait, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, même en dehors de Bouge tes cheveux. Et en fait, bah là, ça a matché. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des gens, des oreilles attentives au projet, qui avaient d'une part amené les artistes au Japon. Donc ça, ça avait toujours été mon projet, mais il fallait quand même un aspect commercial au truc, tu vois, enfin un retour sur investissement. Ouais. Je m'étais dit, je vais payer billets d'avion, je vais payer chambre d'hôtel. En fait, c'était tout toi, quoi. Voilà. Tu mettais tout dedans. C'est ça. Et je me suis dit, à un moment, il faut peut-être que ça aboutisse sur autre chose que juste, super, on va faire des collabs et puis. Et bah, youpi. Ouais. j'ai claqué. c'est ça. Tous mes sous que j'ai économisés. Et c'était juste pour resituer. Parce que t'as pas spécifié, c'était quel B-Boy Park et en quelle année que t'as commencé à y aller? Alors, j'y suis allée, je crois, le premier, c'est 2001. Et celui où j'ai emmené le groupe, les danseurs et les rappeurs, c'était en 2003. Okay. Et en fait, je m'étais dit, je vais faire un DVD. Je vais emmener un pote qui est vachement talentueux et qui faisait des courts-métrages de kung-fu. Ok. Et embarqué dans le break. C'est ça. Et c'était un mec qui avait aussi la personnalité un peu tout-terrain, quoi, hyper créatif. Du coup, tu lui parles d'un truc, ça stimulait sa créativité. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y avait ce mec-là, un pote à lui qui était là aussi, qui a fait assistant, caméraman. Enfin, moi, à eux deux, ils ont fait le boulot de... Ils ont fait un documentaire sur le B-Boy Park. C'est ça. J'avais contacté Courtrage-Mé, le collectif, pour leur proposer le même projet, sauf que leur vision du projet et ma vision du projet, finalement, ça ne matchait pas. Donc, ça s'est pas fait avec eux. Mais voilà, il y a vraiment eu diverses discussions jusqu'à aboutir à un groupe. Au moins, ma vision du projet passe, quoi. Ouais, pour que tu puisses faire un petit peu... C'est ça. Ce que tu avais en tête. C'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'était, on va là-bas, on filme le maximum d'images. Et puis, il y a Junior de Wanted Pussy qui a participé à la Break Battle. Il a gagné ou... Il était deuxième. Deuxième, c'est bien. Ouais, mais en fait, moi, je voulais tellement qu'il gagne. Parce que, déjà, le mec, il est talentueux. Enfin, humainement, c'est quelqu'un de top. Et puis je me disais, il peut gagner, tu vois. Sur la toute fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je voulais qu'il gagne. Et quand même, victoire. Donc, il est arrivé deuxième. Il est arrivé deuxième. Du coup, il y avait ces battles. On a filmé aussi les DJ battles. On a filmé les MC battles. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les MC qui étaient dans la MC Battle, c'est des gens qui ont continué à faire carrière derrière, quoi. Donc moi, ça me faisait délirer de voir leur CD dans les magasins de disques plus tard. Et il y a eu ce fameux grand concert dans le parc de Yoyogi où Triptyque a pu faire une scène. C'est génial. Et c'était chouette parce que le public japonais réagissait, tu vois, ils n'étaient pas en mode statue de pierre. Ça leur a plu. Ouais. Et ça, c'était super agréable. Après, il y a des trucs où j'ai déchanté, c'est pas ça, c'est que je me suis rendu compte que j'étais un peu naïve. Enfin, il y avait des aspects que j'avais pas compris. C'est que moi, j'étais en mode le hip-hop, c'est une culture. Du coup, tout le monde c'est un peu peace and love, quoi. Tous les artistes s'entendent bien. Et en fait, je me suis rendu compte que le milieu de la danse et le milieu du rap, par exemple, c'était deux mentalités hyper différentes. Ouais. C'est presque deux cultures différentes.
Du coup, ils se mélangeaient pas trop. Ouais, chaque domaine du hip-hop, il reste dans son... C'est ça. Et dans sa spécialité, quoi. Et du coup, même moi, en fonction de quand j'étais avec les danseurs, ou quand j'accompagnais plus les danseurs, ou quand j'accompagnais plus Triptyque, c'était pas la même ambiance. Je m'entendais bien avec les deux, mais c'était pas pareil. C'était comme si c'était deux énergies différentes, si je parle de manière un peu mystique. Tu naviguais dans un environnement totalement différent, voilà. Même si c'était le hip-hop. Et puis après, donc, je crois qu'on est revenu avec, 24 heures de rush. Du coup, 24 heures. J'imagine même pas le dérush. Ouais, alors j'ai pas fait tout le dérush, mais je crois que j'ai fait une partie. Après, c'était beaucoup de battles, Et au final, on a fait une première mouture qui me semblait un peu longue. Et je m'étais dit, maintenant, il faut que je trouve une société pour éditer le DVD. Et là, ce fut 4 ans de recherche. De recherche. En fait, au début, il y a un mec qui était d'accord pour acheter les droits, mais il voulait le sortir en l'état, alors que moi, j'étais pas encore satisfaite du rendu. Pour moi, c'était trop long, et du coup, j'ai dit, non, pas en l'état, et donc j'ai perdu cette opportunité. Mais du coup, au final, t'as réussi à le faire... Au final, je l'ai sorti moi-même. Mais du coup, j'étais avec des gens qui me disaient, ouais, trop bien ton projet, on va faire un truc. Puis à chaque fois que je leur parlais, c'était on va faire un truc. Et au bout d'un moment, tu te dis, quand on va faire un truc. J'adore les gens à quel comme ça. moment On va faire ci, ça, mais il n'y a jamais de... Voilà, il n'y a pas de plan précis. Ouais, c'est jamais fixé. Puis au final, tu te rends compte que c'est pas possible, en vrai. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je vais sortir mon DVD moi-même. Il y a eu l'équipe de Ex No Life, donc Alex Pilot et d'autres personnes de son équipe qui m'ont aidé aussi à faire l'aspect authoring du DVD, tout l'aspect technique que moi je maîtrise pas du tout. Par contre, j'ai fait le sous-titrage. J'ai fait le sous-titrage des parties françaises vers le japonais. Et d'ailleurs, ça doit être un japonais un peu bancal parfois, et du japonais vers le français. Ouais. Sauf les MC Battle. Faut pas poser mémé dans les Non, les MC Battle, c'est hardcore. Non, c'est trop chaud. Et on a sorti le DVD qui a été distribué par, à l'époque, J-Music Distribution, qui était une société qui s'était spécialisée dans la distribution en France, de CD, notamment d'artistes japonais. Et t'en as encore des traces? T'en as chez toi? Du DVD? Mon DVD, alors oui, mais je sais pas où. Ah mince. En fait, je t'en apporterai un. Ouais. Mais j'aimerais trop. Parce que c'est quand même... Je sais, je suis sûre que j'en ai, parce que j'en ai récupéré chez mes parents. Ma mère, elle m'a dit, si tu les récupères pas, je les jette. J'espère qu'elle va pas les jeter. Non, ils sont récupérés déjà, mais juste, je sais pas où je les ai rangés. Ouais. Parce que ce serait cool d'en mettre des extraits, déjà. Et moi, j'aimerais bien le voir. Oui, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. C'est vraiment un vrai truc documenté sur... parce que moi qui adore le hip-hop japonais, le B-Boy Park, c'est un des piliers de la culture là-bas. Ouais, tu y es allé quand, toi? J'y suis jamais allée. Ah non? Non. Bah oui, c'est pour ça. En plus, je sais. C'est pour ça que toi... moi, à l'époque... j'écoutais quoi? Je voyais des clips sur MTV, quoi. C'était pas... Je suis arrivée trop tard. Je suis arrivée vraiment trop tard. Écoute, je vais me grouiller de retrouver les... Voilà, parce que du coup, Ouais, en plus... serait hyper intéressant. J'ai un peu... Surtout que je pense que tu dois voir des rappeurs qui ont débuté maintenant, qui doivent être des... Ouais, moi, j'avais surtout découvert Hanya. Je sais pas si tu parles. Oui, merci. Oui, je vois. Et en fait, j'avais kiffé. Pour moi, c'était le Eminem japonais. Ouais. Et il est fort, ouais. Et en fait, j'adorais le ton de ses morceaux. Son flow, mais aussi ce qu'il racontait dans ses morceaux. En plus, je trouvais ça hyper intéressant parce que il y avait des thématiques sociales et toujours un peu soit du cynisme, soit de l'humour. J'aimais vraiment beaucoup ses paroles. J'aimais beaucoup Dabo aussi parce que j'aimais son flow. Maintenant, au niveau des paroles, c'était un peu moins profond. Voilà. Il y a de tout. Et j'aimais beaucoup Osrosaurus aussi. Oh putain, j'en peux plus. Oui. Génial. Ouais.
Grâce au B-Boy Park, j'avais sympathisé avec un mec qui faisait arbitre pour les DJ Battles. En fait, à la base, je crois que c'est surtout Triptyque qui avait sympathisé avec lui, et puis on était allés dîner tous ensemble. Et le mec, super sympa et tout. Et donc, je suis restée en contact avec lui. Et je crois que l'année d'après, il me dit faut que je te présente des potes. On a monté un crew qui s'appelle Suika et on fait du hip-hop jazz. Alors, du coup, on était en 2004. Et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, je sais plus si je venais de monter ou je voulais monter mon propre label. En parallèle, en France, c'était une époque où le visual kei marchait bien. Il y avait un public pour le visual kei. No Life diffusait. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont commencé exactement No Life, mais c'est toute cette période-là où ça frémissait, comme on dit, sur tout ce qui est J-music. Et bon, moi, je m'étais dit que, comme il y avait un public pour le qui était rock, je me suis dit, vas-y, je sors un CD. En l'occurrence, cette fois, je l'ai trouvé, je l'ai ramené. C'était le petit digipack MOOC, n'est-ce pas? Dont tu es très fière. Oui, dont je suis très fière, avec une illustration de Junji Ito, avec le même réalisateur multitalent qui avait filmé le B-Boy Park. On a filmé un concert de MOOC et on a fait un DVD avec le concert inclus, c'est ça? Ouais, il y a des images du concert, il y a une interview, la traduction des paroles, parce que c'était mon truc en fait. Je me disais, il faut que je traduise les paroles pour que les gens comprennent et tout. Et comme pareil, Internet, il n'y avait pas les sites avec toutes les traductions, tout ça. Du coup, j'avais fait un petit livret avec transcription des paroles pour que les gens puissent chanter en japonais sans lire le japonais. Donc mon truc de romagie, tu sais toujours. Mais c'est une bonne idée, hein, en soi, ça fait karaoké. C'est ça. Et la traduction pour que les gens comprennent ce qui se dit. Donc c'était mon tout premier CD. Et là, j'ai encore une anecdote à raconter. Vas-y. C'est que donc à chaque fois en fait. Il y a aussi un côté, je connais pas, mais je m'en fous, j'y vais et puis j'apprends sur le tas. On pourrait dire que c'est de l'inconscience, mais en même temps... faut tenter, hein, c'est des coups de poker. Et donc, je me retrouve avec ce CD à sortir et on se dit, avec mon associé à l'époque, parce que entre-temps, je me suis rendu compte que faire les choses toute seule, c'était compliqué. Ouais. Et donc, j'avais un associé, avec qui on s'était dit plutôt, on va aller dans les Fnac et les disquaires pour essayer de placer nos CD en mode indépendant. On l'a fait, sauf que on arrive à un moment où les disquaires ne prennent plus de CD d'indépendants parce que le CD commence à se vendre moins bien. D'accord. Voilà, moi j'ai fait toutes les périodes charnières. Quand j'ai monté ma boîte, je voulais bosser dans l'audiovisuel et à vrai dire c'était plutôt dans le DVD. Sauf que le DVD se vendait moins bien, donc c'était fini. Après c'était le Blu-ray. Voilà, Blu-ray, ouais, mais c'était... Et encore le Blu-ray, ça va pas. Ouais, en fait, c'était le début de la VOD à ce moment-là. Enfin bon, bref. Et du coup, le CD, pareil, quand je commence, ça commence à se casser la gueule. On se fait jeter de plein de Fnac. Ouais. Et un jour, je vais dans le Virginie Deschamps, qui n'est plus. Qui n'est plus. C'était notre rêve, hein. Maintenant, c'est un Galerie Lafayette, je crois. Ouais, voilà. Mais à l'époque, c'était un Virgin, donc avec ces grands escaliers là, et je vais parler aux gens du rayon rock, je crois, très sympa, qui me disent c'est dommage, nous on prend plus les refs indés en direct, mais il y avait jusqu'à tout à l'heure, on a eu une réunion avec un commercial de Soundworks, qui est un distributeur de métal, et on aurait pu vous présenter, mais il vient de partir. Pas de bol. Donc, je leur dis, c'est pas grave, je vais regarder sur Internet, puis je vais les contacter, je vais leur envoyer un mail, je vais me débrouiller. Et là, en m'apprêtant de descendre les escaliers, donc t'imagines la scène, les escaliers, je suis tout en haut, je dépasse un mec qui a un badge, un truc comme ça, atypique. Enfin, tu vois, les gens, ils se baladent pas avec des badges chez un disquaire. Puis, une fraction de seconde, je me dis, mais c'est peut-être lui, l'acheteur dont il me parle, le commercial dont il me parlait tout à l'heure. Et du coup, j'allais vraiment pour descendre des escaliers, genre limite, j'avais descendu une marche. Je retourne en arrière et je lui dis, c'est vous le commercial de Soundworks? Et le mec, étonné, il me fait, oui.
Et je lui dis, et donc là je lui explique, voilà, je sors mon petit CD, j'ai ce CD là, c'était du métal japonais, et on cherche à faire connaître ce groupe en France, tout ça. Le mec super sympa, super open. Et du coup on est sorti du Virgin, on parlait dans la rue quoi, et du coup Soundworks ça a été mon premier distributeur, donc spécialisé dans le rock, plus précisément le métal. Du coup ça me permettait pas de sortir tous les styles musicaux, mais du coup ils ont distribué Mook, et ils m'ont distribué aussi Gary, qui est plus un groupe fusion électro-rock, et mon tout dernier groupe sous Soundlicious, mon label s'appelait Soundlicious, c'est un groupe LMC qui était un peu visu, un peu plus pop, mais voilà, c'était mon tout dernier. Et entre-temps, donc, pour revenir au hip-hop, faut me suivre, hein. C'est ça. Donc, le fameux Suika, je l'ai ramené aussi. Hop. C'est pour ça. Celui-là, tu peux l'ouvrir aussi si tu veux, mais... Je vous le montre. Ok. Donc, Suika, c'est hip-hop jazz. Et donc, c'est le seul CD... Lion Spin Records. Ouais. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que... C'est leur seul CD? C'est le seul CD que j'ai sorti en France. Que t'as sorti... Et du coup... oui, je l'ouvre. Pour que tu vois quand même l'effort artistique. Du coup, alors tout le concept, donc le concept c'est Suika, donc c'est la pastèque, hein, et donc ils avaient tout un design comme ça, et c'est l'artiste Waldo Lee qui a fait Wally, pour son nom d'artiste, pardon, qui a fait la 3D, et on s'était tapé un délire sur les petits bonhommes qui sont en fait c'est des pépins de pastèque. Leur tête c'est des pépins de pastèque, et on s'était dit ils vont marcher dans une langue comme ça, enfin bon bref, on s'était tapé un délire là-dessus. Et donc dans le petit livret, donc livret très simple, hein, ouais. Je montre quand même le CD parce qu'on l'a ouvert. Donc en fait on a repris vous êtes bien pris la tête. C'est ça. Et en fait il y a tous les lyrics et les trad. Alors attends, là on avait mis que les trad par contre. Ok. Ouais, parce que je m'étais dit, comme ça va un peu vite, c'est du rap, les lyrics, je sais pas qui va les non, ça, chanter. Takatsuki. C'est qui? Takatsuki, c'est un des membres du groupe. Et du coup, à chaque fois, il y a le membre. C'est la ville de mon mari, c'est pour ça Takatsuki. Sérieux? Ouais, à côté de Osaka, c'est marrant, c'est un peu bizarre. Et du coup, on a mis toutes les paroles. Il y a toutes les trad, c'est génial. Et alors, pour traduire, c'est de la traduction adaptée, hein. J'ai mis ma petite patte aussi. Ça m'a bien pris la tête. Bah, tu m'étonnes. Mais leur type de rap, en fait, est-ce que ils faisaient, par exemple, ils racontaient des histoires, ou est-ce que c'est plutôt des jeux de mots, tu vois? Alors il y a des jeux de mots, mais eux, ils sont plutôt ils sont entre le rap et le slam. Ah donc des fois c'est un peu de la poésie, quoi. En tout cas, tous leurs morceaux sont très poétiques. Facile à traduire, non. Mais j'imagine pas, non. Mais j'ai réussi. Ouais, donc quand même, ce livret, c'est quelque chose. C'est difficile. Beaucoup de temps de neurones dessus. J'espère qu'il te plaira. Merci beaucoup. Et puis je t'ai ramené un autre, du coup sans savoir. Je suis trop contente, moi, du coup. Takatsuki, hop, le petit. Alors ça c'est ça c'est un import. Ça c'est un CD japonais d'un des membres de Suika, et lui sa spécificité c'est qu'il rappait en jouant de la contrebasse. Ah. Donc il s'auto-accompagnait en jouant de la contrebasse, et ouais, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et là il est plus actif en tant qu'artiste. Ouais, il a arrêté. C'est génial. Et ils viennent de Tokyo, du coup. Ouais, alors Takatsuki, à la base, je crois qu'il est d'Osaka. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Takatsuki, hein. Parce que c'est la ville, elle est à 20 minutes d'Osaka. Donc ce serait bizarre qu'il s'appelle Takatsuki et qu'il vient de... Alors je vais enquêter, du coup. Ouais. Son nom d'artiste, c'est Takatsuki Tatsuki. Takatsuki Tatsuki. Ouais. Ouais, bah c'est sûr, c'est un nom de... Il y a un truc. C'est lié. C'est lié. Ouais, tu me diras, je te dirai, je vais faire la recherche parce que ça m'intrigue. Et Takatsuki Hayato, j'aurais fait un truc un peu sport aussi. Je sais plus, il y avait une soirée
il y avait, je crois que c'était au bateau phare, il y avait un truc. Ça se peut. Je sais plus comment on s'est retrouvés là. J'ai poussé Atom à monter sur scène pour faire un freestyle. Et je crois qu'il était un peu en panique à ce moment. C'est vrai. C'était pas et ici, il s'en est sorti, hein, mais. Après, les freestyles, tous les rappeurs sont pas des freestylers. Hein. Ouais, non. Tu l'as mis dans la merde. C'est clair. Et au niveau du label, du coup, ça a duré combien de temps? Le label, grosso modo, ça a duré de 2004 à 2010, plus ou moins. En réalité, ça a duré de 2004 à 2008. 2009. Mais pour moi, la vraie fin, c'est 2008, parce que donc j'avais, en fait, je sortais le CD de LMC. Je sais plus le premier ou le deuxième, un album de LMC. Et pour moi, LMC, c'était un peu tout ce que j'ai fait autour d'eux, c'était l'aboutissement de 4 ans d'expérience. C'est-à-dire 4 ans d'essayer de parler à des médias et d'essayer d'avoir des papiers, 4 ans, et des sites internet aussi, 4 ans à apprendre aussi comment ça se passe, 4 ans de travail avec des tourneurs et à apprendre là aussi comment ça se passe l'organisation d'une tournée, parce que je savais pas, c'était pas moi qui le faisais pour le coup. Enfin là, je l'ai jamais fait moi-même, organiser des tournées. Enfin, j'ai fait des trucs ponctuels, tu vois, mais c'est pas des grosses tournées. Mais j'ai accompagné mes artistes en tournée en tant que label, du coup. Donc, apprendre à fabriquer du merchandising, apprendre comment ça se passe sur place pour vendre et tout. Et du coup, LMC, c'était l'aboutissement de ça. Je travaillais avec Bertrand de Torpedo qui lui aussi avait fait son expérience pendant 4 ans. Du coup, il avait ses points de chute dans différents pays d'Europe. Il avait booké une super tournée, je crois qu'il y avait 10 ou 12 dates. Enfin bon, c'était bien. Au niveau de la presse, ça se passait super bien avec No Life qui nous avait aidé aussi à faire connaître le groupe. On avait des relais dans la presse P, les sites SP et tout ça. J'étais super contente. Et en fait, il se trouve que la maison de disques de LMC a été un peu gourmand et ils se sont dit on va signer avec un plus gros label. Et ils n'ont pas fait ça de manière très correcte, puisque au lieu de me dire écoute, c'est vachement bien ce que t'as fait, ou c'est bien gentil ce que t'as fait, peu importe, mais on veut signer avec un plus gros label, j'aurais rien pu dire contre ça. Mais donc au lieu de faire ça, ils ont contacté un label concurrent dans mon dos, et c'est le mec de ce label-là qui m'a appelé. Qui t'a contacté pour te dire on est en train de te chourer le... C'est ça. Et du coup, j'étais super fâchée. Tu m'étonnes. Parce que je m'étais dit, super, moi je me suis cassé le cul pour les faire monter, puis après c'est comme ça qu'on me remercie. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est souvent ça. Donc voilà, j'étais très vexée. En plus, c'était en pleine tournée, tu vois, le truc hyper malvenu. Et après, toi, tu dois faire semblant devant le groupe. C'est ça. Non, moi, le groupe, je leur ai dit. Tu leur as dit? Ouais, je leur ai dit. Mais après, je pense que c'était pas un bon move, parce que les pauvres, je pense que ça les mettait mal à l'aise. Parce qu'en vrai, ils peuvent que dire, c'est vrai que c'est pas cool, mais c'est pas dans leurs mains, en fait. Du coup, il y avait une tension un peu, c'était bizarre, en fait. La tournée, à la fois, fallait que ça se passe bien, les concerts et tout. Et à la fois, t'avais envie de leur casser la gueule. À la fois, j'étais contrariée, dégoûtée, quoi. Dans ces milieux-là, est-ce que tu as l'impression aussi, en tant que nana, que tu arrives à être prise au sérieux, ou que des fois, tu te fais un petit peu marcher dessus, ou... Alors, je pense... Parce que tu as quand même pas mal bataillé. Ouais, en fait, je me suis pas beaucoup posé la question. Je crois que ça fait partie des choses où je me suis dit, faut faire avec. Il y a des fois où j'étais contrariée. Quand Fabrice était mon associé, par exemple, une fois, on était allé dans un événement au Japon, et on va pour parler à un exposant, pour parler business, quoi. Fabrice dit, c'est elle la chacho, tu vois. C'est elle la chef. Et les mecs, ils font genre, ouais. Genre, ils me regardent, ils disent bonjour, et puis ils reparlent à Fabrice. Moi, j'étais T'as pas compris, je crois. Ils ont pas compris. Ça, ou alors, à chaque fois, c'est des petites anecdotes, tu vois, où une fois, je sortais d'un rendez-vous chez une des maisons de disques avec qui je travaillais, et bon, j'attends devant l'ascenseur, et j'étais hyper fatiguée ce jour-là, j'étais un peu sonnée, quoi. Et puis, l'ascenseur s'arrête,
ça s'ouvre, il y avait un mec dedans, peut-être une 50aine d'années dans mon souvenir. Je lui dis un truc genre c'est bon, vous pouvez descendre ou un truc comme ça, mais ça voulait dire bah merci, vous pouvez y aller quoi, ne m'attendez pas, tu vois. Et c'était un truc de politesse. Et je sais pas ce que j'ai dit, mais le gars il commence à partir en mode yakuza, tu vois, genre il m'a agressé verbalement, limite il était là, comment ça et tout. Et du coup j'étais choquée et la personne avec qui j'étais en rendez-vous, je crois qu'elle était allée chercher un truc. Et elle revient, elle me fait ça va, parce qu'elle a vu que j'avais une tête bizarre. T'avais changé de jeu. Je sais pas, il y a un mec qui, je lui dis qu'il pouvait partir et puis il s'est fâché. Et du coup, la personne, c'était une femme en face de moi qui dit désolé et tout, mais il y a des gens bizarres. Ça reste un mystère, cette anecdote, je ne sais pas. Je lui ai pas dit merde ou quoi, mais vraiment, je sais pas. C'est compliqué. Parce qu'il a compris, le gars. Une amie businesswoman au Japon qui m'a dit mais tu sais, ça y est. Quand tu fais du business en tant que femme, des fois faut faire un peu la bébête, hein. Faut dire, oh j'avais pas compris. Et tout faut se mettre en exprès. Exprès. Et moi elle m'a dit ça et je me suis dit, elle me fait, tu sais, moi je le fais des fois et tout. Ok. Mais c'est pour pour pas froisser leur ego. Ouais, j'en sais rien. C'est c'est des stratégies pour tenir là-dedans. Ouais, je pense, hein, c'était des conseils bienveillants. C'était des conseils de sa part. C'est gentil. mais moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, non, en fait, je peux pas. Alors si jamais ça m'arrive de le faire, c'est pas que voulu. Vraiment, c'est ça, c'est pas stratégique de ma part. Tu vois, ça va pas. Ça, je fais pas. Ça me paraît lunaire en fait. Mais ouais, non, une fois j'avais eu droit à attends, c'était quoi? Ça m'avait un autre truc qui m'avait vexé aussi parce que c'était pas du tout mon intention, mais genre c'est pas parce que t'es jolie ou c'est pas parce que t'es mignonne que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Alors déjà, en plus, au niveau de l'estime de moi-même, j'étais pas du tout à me croire, tu vois, j'étais plutôt en mode complexé. Alors le mec, il me sort ça, j'étais là, what the fuck? Je me suis dit, mais... À quel moment j'ai joué de ça? À quel moment j'étais dans la séduction? Ouais, c'est tordu quand même. C'est très tordu. Et par exemple, juste, est-ce que ce type de relation business, parce que tu es encore dans les relations avec le Japon aujourd'hui, hein, est-ce que tu sens que c'est encore la même chose ou que ça a évolué quand même? Je pense que ça a évolué tout simplement parce qu'il y a quand même plus de femmes qui travaillent. Il y avait un autre truc qui m'avait marqué au tout début de ma carrière, donc quand j'étais chez Akata. À un moment, on fait un rendez-vous chez un éditeur en réunion. Un des mecs avec qui on fait la réunion dit fièrement madame un tel, elle est en congé maternité et puis elle revient après. Genre elle reprend le boulot après. Et sur le moment, je me suis dit ouais, enfin c'est normal. Dans ta tête, c'était normal. Ouais, quoi. Parce que je m'étais pas renseignée ni intéressée à la question de toutes ces femmes qui arrêtaient de travailler une fois qu'elles avaient un enfant. Par exemple, quand j'y repense, le B-Boy Park, il y avait une grande majorité de mecs. Sur scène, il y avait que des mecs. Des rappeuses, il y en avait quelques-unes, tu vois. À l'époque, le nom qui me vient, c'est Miss Monday. Je crois que c'était à cette époque-là. Mm-hmm. Il y avait Hime aussi à l'époque, mais il y en avait pas beaucoup. Et oui, j'avais sympathisé aussi avec. C'était le label. C'est pas vraiment un label. Si, c'était un label. Il y avait Zebra, Uzi. Et j'allais les voir régulièrement ils avaient une sorte de grande maison quelque part perdue dans Shibuya. Oui, vous avez leur truc. Je me perdais à chaque fois, je te jure, j'en pouvais plus des adresses à la japonaise. Tu sais, les blocs là, je me perdais à chaque fois. Il y avait pas de GPS bien sûr à l'époque. Voilà. Et donc j'allais les voir et il y avait une nana qui était je crois la femme d'un peu du boss du crew quoi. Et en fait, je m'entendais super bien avec elle. Le fait qu'il y ait pas beaucoup de nanas, en fait, c'était pas un sujet pour moi. C'était pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'était est-ce que j'arrive à un moment à faire des collabs entre des artistes japonais et des artistes français, que ce soit des femmes ou des hommes, en fait. C'est comme si, d'une certaine manière, je me mettais au service d'un projet. Donc, j'ai une idée. Alors,
ça peut être une idée à moi ou une idée à quelqu'un d'autre. Je dis pas que je vole des idées, c'est quand je travaille avec d'autres personnes. C'est que, par exemple, quand je travaille pour Japan Expo, quelque part, je me Parce mets que ça, on l'a pas dit, elle travaille maintenant pour Japan Expo. Voilà, j'ai travaillé pour Japan Expo de 2008 à 2010, et là, de nouveau, depuis l'année dernière. Et en fait, pour moi, je suis au service des projets dans Japan Expo. Tu représentes la... En fait, je pense en mode comment on fait pour que ce soit un beau festival ou comment on fait pour que le projet aboutisse. Et donc, t'as fermé ta boîte? Et alors, j'ai pas fermé ma boîte tout de suite. Au début, j'étais prestataire. Et en fait, Japan Expo, ça t'envahit, en fait. Ça t'envahit ta charge mentale. C'est tellement dense que voilà, ça prend beaucoup de temps. Et donc, je pouvais pas travailler avec d'autres clients. Mais déjà en 2008, au niveau du label, je voyais plus ce que je pouvais faire en fait. Ouais. C'est que donc pendant la tournée de LMC, donc je commençais déjà à travailler pour Japan Expo et j'avais été contactée par des gens qui me proposaient des artistes, des idoles pour Japan Expo. Je voyais des idoles, oh non, des idoles jamais. Alors, tu voulais pas les idoles? Non, je voulais pas jamais. En fait. Les idoles, alors pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de peut-être 20 ans, 21 ans, je pensais que les idoles, c'était des artistes qui chantaient des chansons pour les enfants. Ah ouais? Parce que, alors, t'as déjà vu des émissions de la NHK pour les enfants? Ouais. Tu sais, où ils sont déguisés, et puis ils font des vêtements flashy, ouais. Et puis voilà. Je pensais que c'était la même chose. Idoles. Ok. Et je crois en 2000, donc quand j'ai commencé à être dans le milieu pop culture japonaise en France, j'ai travaillé pour Cartoonist à Toulon. Et il y avait justement une jeune actrice qui était aussi idol. Et donc, elle me dit, la prochaine fois que tu viens au Japon, si je fais un concert, t'as qu'à venir. Et donc, je suis passée voir un concert de cette idole indépendante. Je m'assois, et là, je regarde le public, et je me dis, je suis la seule femme du public. Là, tu voyais que c'était la seule femme. C'est pas des enfants, c'est des messieurs. Des messieurs vieux. Voilà, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais là? Et donc là, j'ai découvert le milieu des idoles et je m'y suis un petit peu intéressée aussi. Maintenant, musicalement, c'est vraiment pas ma came. Pendant la tournée de LMC, j'étais des idoles à Japan Expo, bof quoi. C'était pas faux. Mais après, j'ai quand même fait les choses sérieusement. J'ai étudié la proposition, c'est-à-dire que je suis allée les voir en concert. J'ai constaté que le public, c'était pas celui que j'avais vu au début des années 2000 et qu'il était vachement plus varié. C'est-à-dire qu'il y avait des nanas, il y avait des mecs et il y avait des gens d'âge vachement différents. Et donc, pour moi, qui avait eu ce choc à l'époque, ça t'a un petit peu rassurée là-dessus. C'est ça, ouais. J'étais rassurée et je me suis dit, tiens, c'est peut-être... il y a un truc intéressant déjà, il y a eu du changement, il y a un truc intéressant peut-être avec ces idoles-là. J'ai emmené Thomas et Jean-François, du coup je suis allée voir plusieurs concerts avec Thomas et Jean-François cette fois. Et le projet a abouti, et il se trouve que ce sont les AKB48. Waouh. Qui étaient venus à Japan Expo en 2009. Quand même. Voilà, donc voilà, c'est la petite anecdote. C'est ouf. Et puis après, on a travaillé aussi avec d'autres idoles, les Morning Musume. Alors tu vois, pour une meuf qui disait les idoles, jamais. Tu vois... Des petits trucs, je suis allée dans des petites salles et tout, et elle te sort les Morning Musume. Voilà. Et au niveau de la Japan, t'es toujours chez eux. Maintenant, tu t'occupes de la partie musique exclusivement ou non. Tu fais... Non, en fait, là, je suis manager, responsable éditorial de la programmation. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis manager d'une équipe de ce qu'on appelle les chargés de projet. Et mon équipe, en fait, est en charge de rassembler les projets, soit qu'on nous propose, soit qu'on a en interne, faire le tri de faisabilité, on en parle tous ensemble sur l'aspect, sur le plan purement éditorial, donc les thématiques, comment on arrive aussi de plus en plus à tisser des liens entre les différents participants. C'est un truc qu'on faisait pas beaucoup à l'époque parce qu'on pouvait pas le faire, mais qu'on peut de plus en plus faire. Développer, ouais. Et du coup, moi j'adore ça. Enfin, c'est un peu les collabs, c'est vraiment un truc. Bah c'est ça. T'as tissé des liens avec des gens toute ta vie. Et actuellement, Japan Expo, c'est devenu
assez grand et assez connu pour qu'on puisse envisager de faire ce type de projet. Donc voilà, mon équipe et moi, on centralise tout ça. En fait, on a une grosse équipe édito et logistique qui est regroupée ensemble. Et l'équipe logistique, j'ai une binôme qui est vraiment sur la partie opérationnelle et plus vraiment sur comment on met les choses en place de manière très pragmatique. Et mon équipe et moi, on est plutôt dans quel projet on développe pour les mettre dans la programmation de manière à ce que ça matche avec l'actualité, avec les attentes du public, que ce soit kiffant, enfin. Mais dans n'importe quelle section. Oui. Après, moi, je disais, par exemple, que je suis pas du tout jeu vidéo, mais on a un expert jeu vidéo qui est chef de projet. Ce qui est chouette aussi, c'est que chacun peut exprimer sa sensibilité. Japan Expo, je me dis, c'est comme une grande boîte de jeu, enfin un grand terrain de jeu, et on me dit, voilà, t'as 15 scènes à programmer. Go, c'est ça. T'as des gens qui veulent participer, il y a des gens dont tu voudrais qu'ils participent. Et voilà, maintenant tu joues. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend pas compte forcément, mais Japan Expo, c'est 4 jours dans l'année. Oui. Mais vous, toute l'année, vous traînez comme des malades pour organiser tout ça. On organise, on essaye d'organiser le plus en amont possible. Là, par exemple, on commence déjà à bosser aussi sur 2026. Ah ouais. Ouais. Alors, bien sûr, entre-temps, il y a Japan Expo Marseille, Japan Expo Paris 2025, mais voilà, on prépare. Et il y a Osaka aussi cette année. Oui, il y a une. Tu peux le dire, ça d'ailleurs. On fait 2 jours de Japan Expo dans l'Expo universelle d'Osaka. Voilà, au sein de l'Expo universelle. Japan Expo va avoir son petit focus de 2 jours, les 26 et 27 avril. Ok. Voilà. Vers 2010, je crois, j'ai découvert le développement personnel. Donc, le fait de réfléchir à la vie, et c'est un peu de la philosophie, en vrai. Ouais. De la philosophie et du bon sens, on va dire. Et beaucoup de questionnements par rapport à moi-même, mes émotions, tout ça. Et j'ai décidé de suivre une formation en coaching. Donc, j'ai toute une période de ma vie où j'étais à fond dans le développement personnel et dans la connaissance de soi, apprendre des choses pour vivre mieux, enfin être mieux dans sa peau, sortir de ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et en fait, on en a tous des croyances limitantes. Des trucs qui nous empêchent de faire des choses. Des choses dont on se dit qu'on prend pour acquis, dont on se dit tel truc c'est comme ça, et en vrai pas forcément. Ouais. En fait, en faisant ma formation, j'avais l'impression, alors sur Facebook, j'avais l'impression que tout le monde était coach autour de moi. D'une manière générale, je n'aime pas faire ce que plein d'autres font. Parce que je me dis, s'il y a déjà plein d'autres gens qui parlent de choses bien, comment moi je fais quelque chose d'un peu original, quoi. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, allier le côté développement personnel, connaissance de soi, et le manga, ça c'est un truc un peu plus pertinent par rapport à moi. Et le truc c'est que par contre je l'avais pas tout de suite associé à moi-même. J'en avais parlé à Wallo, qui est un pote à moi avec qui on a développé Case Départ. Donc un podcast. Voilà. En fait, donc j'avais parlé à un pote. À ce pote, je lui avais dit, toi qui t'intéresses à tout ce qui est développement personnel et qui est à fond dans notamment Akira, pourquoi tu développes pas un truc une pratique autour de tes connaissances en manga et développement personnel. Il m'a dit ah ouais, bonne idée, tout ça. Puis il le fait pas. Puis au bout d'un moment, moi je parle avec un autre pote, Flavien, et qui lui fait plein de trucs aussi. Et au bout d'un moment, on arrive à cette idée de podcast, d'émission. Au début, c'était sur Twitch en fait, c'était pas un podcast. Ok, donc c'était un live quoi. Ouais. On se dit, on va créer un podcast, enfin une émission qui s'appelle Case Départ, donc où on va parler de manga et d'animation. On va parler de connaissance de soi, mais en utilisant des exemples de manga et d'animé. Donc, par exemple, il y a une émission sur la thématique de la colère. Donc, on parle de la colère par rapport à notre expérience, des choses qu'on a observées, sur lesquelles on a réfléchi, ou sur lesquelles on a lu, ou tu vois, appris des choses. Et on va citer des exemples qu'on a vus ou lus dans des animés ou des mangas.
on a fait des émissions que tous les trois. Des fois, on a fait des émissions à deux avec Flavien. Et après, on a accueilli des invités. Et du coup, par exemple, on a eu Mademoiselle Soso, avec qui on a fait une émission sur le harcèlement. On parle beaucoup de shonen. On a fait une émission thématique sur Blue Lock, parce que je trouve que Blue Lock, il y a plein de choses sur la connaissance de soi et le développement personnel dedans. Donc l'idée de ce qui est devenu un podcast finalement, c'est je mettrai. Merci. C'est d'avoir une réflexion par rapport à nos lectures. C'est-à-dire que bien sûr, on peut, c'est de l'entertainment, donc on peut lire ou regarder ces œuvres sans réflexion derrière, mais moi, ce qui me marque, c'est que ça nous émeut. Et des fois, ça nous fait pleurer, des fois, ça nous fait sortir de la colère, ou ça nous fait rire. Et du coup, c'est pas anodin, en fait. Ouais. Et comme moi, toute ma formation de coaching, c'est vraiment axé sur les émotions. Et du coup, pendant 3 ans, grosso modo, je me suis vachement intéressée à l'émotionnel. Ça faisait sens pour moi de parler de ça. Dans un épisode, vous les associez, en fait, ces thèmes. Par exemple, si tu parles de la colère, comme tu disais. Ouais. Comment tu l'associes au manga? Comment tu lis ça? Bon, par exemple, la colère, c'est une énergie très... là, si on part de ce qu'on a appris hors pop culture, c'est une émotion qui te donne l'énergie de te rebeller contre quelque chose qui est très forte et qui doit sortir. Et du coup... si je refais le cycle de réflexion, à quoi ça peut résonner dans la pop culture, le moment où Son Goku dans Dragon Ball expérimente le Super Saiyan pour la première fois, c'est quand Krillin meurt. On a fait une émission sur est-ce que les mangas et les animés nous aident à déclarer notre flamme. C'était une émission spéciale Saint-Valentin. Okay. Et la réponse n'est pas forcément oui. Tu vois, on peut dire à titre personnel, ça m'a aidé parce que y a tel personnage qui est introverti et qui a déclaré sa flamme à tel personnage, et du coup moi ça m'a inspiré. Bon, là je brode, hein. Là, et si je cite vraiment un exemple personnel, c'est dans Crimi, à un moment, comme c'est la Saint-Valentin, les filles offrent des chocolats aux garçons dont elles sont amoureuses, et du coup, moi j'avais fait ça, quand j'avais 13 ans, j'avais offert une boîte en forme de cœur avec des bonbons dedans aux garçons dont j'étais amoureuse. Donc oui, ça m'a inspirée. Maintenant, quand on regarde dans les mangas et les animés, des fois, il y a des trucs un peu creepy, genre les stalkers, tu vois. Genre les mecs ou les filles qui sont amoureux, ils suivent vachement les gens dont ils sont amoureux. C'est pas ouf, en fait, comme comportement. Et est-ce que vous disséquez ce genre de comportement? Oui, ouais, enfin, disséquer, je sais pas à quel point, je sais plus à quel point, enfin, ça dépend vraiment de ce que chacun a à dire. Mais oui, on dit, enfin, l'idée, c'est pas de dire le manga, c'est bien. Il se trouve que souvent, comme on cite des exemples pour appuyer nos propos, on cite des trucs qui nous plaisent, mais pas que. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire comment les mangas nous font aussi réfléchir sur nous-mêmes. Et nous font aussi, peuvent nous apprendre des choses sur nous-mêmes et sur les autres. Enfin voilà, il y a encore... Il y a tellement de choses riche, à aborder, ouais. Mais le manga, de toute façon... Tu peux jamais faire le tour tellement. Non, de toute façon, on cherche pas à être exhaustif. En tout cas, vous avez les épisodes sur YouTube que vous pouvez retrouver, ceux qui sont déjà faits. Donc, allez follow, n'hésitez pas. Ouais, on est sur toutes les plateformes de podcast. Deezer, Apple Podcasts, Spotify, tout ça. Ouais, sur les plus je crois. Aura, je crois, ça s'appelle. Mais c'était super intéressant, en tout cas. Parce que j'ai jamais j'ai jamais eu de profil comme le tien. C'est quand même assez... T'as eu plusieurs vies dans une vie, en fait. Ouais, je pense que t'es un exemple à suivre, en tout cas, pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut rentrer dedans, il faut pas trop se poser de questions, en fait. Ouais, en fait... faut essayer. Si, c'est ça. Après, des fois, on sait pas nous-mêmes qu'on a des barrières, en fait. Ouais. Du coup, si vous arrivez à identifier vos barrières, à vous dire pourquoi j'y arrive pas, c'est déjà un grand progrès parce que vous identifiez vos barrières. Un truc que je dis souvent dans les émissions Casse Départ, c'est surtout n'hésitez pas à vous faire aider. Moi, me faire aider ou demander de l'aide, c'était
pas une évidence pour moi, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai développé une sclérose en plaques. Donc bon, l'exemple à suivre, pas à voir, mais vraiment, je pense que il y a pas de mal à demander de l'aide extérieure, que ce soit thérapeute, ami. Enfin, voilà. Heureusement, en plus, tout ce qui est discours sur la santé mentale, ça s'est vachement Ça s'est développé maintenant. c'est Il y plus a moins tabou. de, ouais, c'est vrai. Il y a plus d'informations qui circulent, moins de gêne à en parler. Merci. Merci à toi. Merci d'être venu. Et si vous voulez plus d'émissions, continuez à liker, commenter, follow. Et on se retrouve la prochaine fois. Merci. Merci. Ciao.